Ces mots résonnent encore dans ma tête comme un coup de marteau sur l'enclume de mon cœur brisé. Tu n'es bon qu'à payer les factures, papa. C'est tout ce que tu sais faire dans cette famille. Mon fils Lucas, 17 ans, venait de prononcer la phrase qui allait bouleverser notre relation à jamais, transformant en un instant 17 années d'amour paternel en un gouffre béant d'incompréhension mutuelle. J'étais là, debout dans notre salon parisien aux murs tapissés de photos de famille souriantes, tenant encore à la main le relevé bancaire que je venais de consulter minutieusement pour calculer son argent de poche mensuel. Mes mains tremblaient légèrement, non pas à cause du froid mordant de ce mois de février qui s'infiltrait par les fenêtres mal isolées de notre appartement, mais à cause de la violence inouïe de ces paroles qui venaient de me transpercer le cœur comme une lame glacée trempée dans le poison de l'ingratitude. Je m'appelle Pierre Moreau, j'ai 45 ans, et jusqu'à ce moment précis, je pensais sincèrement être un bon père, un père dévoué, aimant, présent à sa manière. Pendant 17 longues années, j'ai tout donné pour ma famille, sacrifiant mes rêves, mes ambitions personnelles, mes loisirs, mes passions d'antan. Chaque matin, sans exception, je me levais religieusement à 6 heures précises pour prendre le RER bondé jusqu'à La Défense, où je travaille comme directeur commercial dans une entreprise de logiciels informatiques spécialisée dans la gestion d'entreprise. Chaque soir, je rentrais épuisé, vidé, mais paradoxalement heureux de retrouver ma femme Sophie et notre fils unique, Lucas, fruit de notre amour et centre de notre univers familial. Je croyais naïvement construire quelque chose de beau, de solide, d'indestructible. Je croyais fermement que mes sacrifices quotidiens, mes heures supplémentaires interminables, mes week-ends entiers passés à rattraper le travail en retard dans mon bureau improvisé de notre chambre, tout cela avait un sens profond et noble. Offrir à ma famille la sécurité financière, le confort matériel, un avenir serein et prospère. Mais ce soir-là, dans notre appartement du 15e arrondissement que nous avions acheté à crédit sur 25 ans, face à mon fils qui me regardait avec ce mélange détonnant de mépris adolescent et d'indifférence cruelle que seuls les jeunes de son âge savent maîtriser à la perfection, j'ai compris brutalement que j'avais tout faux depuis le début. Lucas venait de me demander de l'argent pour sortir avec ses amis dans les bars branchés du Marais. Encore une fois, pour la 3e fois cette semaine seulement. Et quand j'ai osé lui faire remarquer diplomatiquement qu'il dépensait énormément, qu'il pourrait peut-être envisager de chercher un petit job d'été pour apprendre concrètement la valeur de l'argent et le mérite du travail, il a littéralement explosé comme une bombe à retardement. « Tu ne comprends absolument rien à ma vie. Tu n'es jamais vraiment là quand j'ai besoin de toi. Tu ne sais même pas qui sont mes vrais amis, ce que j'aime profondément, ce que je déteste viscéralement. Quels sont mes rêves, mes peurs, mes espoirs. Tu n'es bon qu'à payer les factures. C'est absolument tout ce que tu sais faire dans cette maison. Payer, payer, payer sans arrêt. Mais être un vrai père, un père présent émotionnellement, ça, tu ne sais absolument pas le faire. Tu es juste un distributeur automatique de billets. Chaque mot prononcé était une gifle monumentale qui résonnait dans mon crâne. Chaque syllabe crachée avec hargne creusait un peu plus profondément le gouffre immense que je sentais s'ouvrir inexorablement sous mes pieds chancelants. Sophie, qui préparait consciencieusement le dîner dans notre petite cuisine américaine, avait brusquement arrêté de remuer sa sauce bolognaise. Le silence pesant qui a suivi les paroles assassines de Lucas était littéralement assourdissant, oppressant, suffocant. J'entendais distinctement le tic-tac régulier de l'horloge murale héritée de ma grand-mère, le bruit incessant de la circulation parisienne dans la rue en contrebas, le battement désordonné de mon propre cœur qui semblait vouloir exploser et sortir violemment de ma poitrine comprimée par l'émotion. J'ai désespérément voulu répondre, me défendre avec véhémence, expliquer patiemment que absolument tout ce que je faisais quotidiennement, c'était exclusivement pour lui, pour nous, pour notre bonheur familial. Mais les mots sont restés tragiquement coincés dans ma gorge serrée comme dans un étau, parce qu'au fond de mon âme meurtrie, une petite voix intérieure particulièrement cruelle murmurait insidieusement que peut-être, juste peut-être, mon fils avait fondamentalement raison sur toute la ligne. Quand avais-je eu une vraie conversation profonde et sincère avec lui pour la dernière fois? Quand avions-nous fait quelque chose d'enrichissant ensemble, juste lui et moi, sans que l'argent soit directement ou indirectement impliqué dans l'équation? Quand avais-je pris le temps précieux de vraiment l'écouter attentivement, de comprendre authentiquement ses rêves les plus fous, ses peurs les plus profondes, ses espoirs les plus secrets? Lucas a brutalement attrapé sa veste en cuir noir et est sorti précipitamment en claquant violemment la porte d'entrée, faisant trembler tous les cadres accrochés au mur. Sophie est immédiatement venue vers moi d'un pas inquiet, a délicatement posé sa main réconfortante sur mon épaule crispée.
Mais même son geste infiniment tendre ne pouvait pas magiquement effacer la douleur lancinante qui venait de s'installer définitivement en moi comme un poison mortel qui se répandait lentement dans mes veines. Cette nuit-là, je n'ai absolument pas réussi à fermer l'œil. J'ai tourné et retourné inlassablement dans mon lit conjugal, ressassant obsessionnellement chaque moment significatif de notre relation père-fils depuis sa naissance, cherchant désespérément dans ma mémoire défaillante des souvenirs précieux où j'étais effectivement autre chose qu'un simple distributeur automatique de billets de banque. Le lendemain matin, au réveil difficile, quelque chose de fondamental en moi avait irrémédiablement changé. Une résolution ferme et inébranlable s'était mystérieusement formée pendant ces longues heures d'insomnie douloureuse et de réflexion profonde. Si Lucas pensait sincèrement que je n'étais bon qu'à payer mécaniquement les factures comme un robot sans âme, alors il allait très rapidement découvrir ce que c'était vraiment que de vivre concrètement sans cette sécurité financière absolue qu'il tenait naïvement pour acquise depuis sa naissance. Non pas par vengeance mesquine ou par colère paternelle, mais par amour authentique et profond. Par ce besoin viscéral et désespéré de lui faire comprendre définitivement que derrière chaque euro durement gagné et dépensé pour lui, il y avait un père aimant qui s'était entièrement sacrifié, qui avait courageusement renoncé à ses propres rêves de jeunesse pour construire patiemment et méthodiquement les siens. Le lundi matin suivant cette confrontation douloureuse, j'ai pris une décision radicale qui allait complètement changer notre vie à tous les deux pour toujours. Pendant que Lucas dormait encore profondément dans sa chambre d'adolescent, il était en plein milieu des vacances scolaires de février, j'ai discrètement et méthodiquement retiré sa carte bancaire flambant neuve de son portefeuille en cuir, et j'ai immédiatement contacté la banque pour faire bloquer définitivement son compte courant. J'ai également pris soin d'annuler sans préavis son abonnement de téléphone portable dernier cri qui lui coûtait 60 € mensuels, et j'ai soigneusement retiré tout l'argent liquide qu'il gardait précieusement dans sa chambre, dans une boîte métallique cachée sous son lit. Puis avec une détermination que je ne me connaissais pas, j'ai laissé un message laconique mais explicite sur la table de la cuisine. Si tu veux vraiment comprendre ce que je fais concrètement dans cette famille, viens me voir directement au bureau aujourd'hui. Papa qui t'aime. Sophie n'était absolument pas d'accord avec ma méthode drastique qu'elle jugeait excessive et potentiellement traumatisante. Tu vas beaucoup trop loin, Pierre. C'est encore un enfant fragile qui ne comprend pas la complexité du monde adulte. Tu risques de le braquer définitivement contre toi. Mais moi, au plus profond de mon être, je savais intuitivement que cette approche choc était absolument nécessaire et salvatrice. Lucas devait impérativement comprendre que l'argent ne tombait pas miraculeusement du ciel comme une manne divine, que chaque petit confort de sa vie quotidienne était directement le résultat concret de mon travail acharné, de mes efforts constants, de mes sacrifices personnels répétés. Il devait absolument apprendre que être père, ce n'était pas seulement distribuer généreusement des billets comme un distributeur automatique bienveillant, mais porter courageusement sur ses épaules le poids écrasant de toute une famille, avec ses responsabilités, ses angoisses, ses espoirs. Vers midi précisément, mon téléphone professionnel a sonné avec insistance. Lucas, complètement paniqué et désorienté. « Papa, ma carte bancaire ne fonctionne plus du tout, et mon téléphone portable est complètement coupé. Qu'est-ce qui se passe exactement? Je ne comprends absolument rien. » Sa voix tremblante avait totalement perdu toute trace de l'arrogance habituelle qui la caractérisait depuis des mois. Pour la première fois depuis très longtemps, j'entendais distinctement de l'inquiétude réelle, de la vulnérabilité authentique, de la peur palpable. « Viens me voir directement au bureau, fiston. Il faut absolument qu'on ait une conversation sérieuse et approfondie. » 1 heure plus tard exactement, Lucas débarquait dans mon open space moderne de la Défense, complètement perdu et déstabilisé. Mes collègues de travail l'ont regardé avec une curiosité non dissimulée. Il n'était effectivement jamais venu me voir sur mon lieu de travail professionnel. Il portait son jean troué habituel et son sweatshirt à capuche de marque, mais son attitude générale avait radicalement changé. Il semblait physiquement plus petit, beaucoup moins sûr de lui, presque fragile. « Papa, qu'est-ce qui se passe exactement? Pourquoi tu as bloqué tous mes comptes sans me prévenir? C'est quoi cette histoire ?» Je l'ai calmement emmené dans la salle de réunion vide et silencieuse. « Assieds-toi confortablement, Lucas. Tu veux sincèrement savoir ce que je fais vraiment dans la vie? Tu veux authentiquement comprendre pourquoi je ne suis soi-disant bon qu'à payer les factures? Alors reste avec moi aujourd'hui intégralement. Observe attentivement et regarde concrètement ce que c'est vraiment, le travail quotidien de ton père. Découvre la réalité de ma vie professionnelle. » L'après-midi entier a été une véritable révélation bouleversante pour lui. Il m'a vu gérer avec sang-froid une crise majeure avec un client particulièrement important qui menaçait sérieusement de rompre définitivement son contrat annuel,
représentant plusieurs centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires. Il m'a vu négocier âprement et diplomatiquement pendant des heures, pour sauver miraculeusement l'emploi de 3 de mes collaborateurs directs, menacés de licenciement économique. Il m'a vu rester parfaitement calme et professionnel, quand mon patron direct m'a violemment reproché des résultats commerciaux en baisse, alors que je savais pertinemment que ces critiques étaient fondamentalement injustes et que la conjoncture économique était responsable. Il m'a vu travailler sans relâche ni pause, répondre consciencieusement à des dizaines d'emails urgents même pendant notre courte pause déjeuner, sourire poliment à des clients particulièrement difficiles et exigeants, encaisser stoïquement des critiques acerbes sans jamais broncher ni perdre mon sang-froid professionnel. Vers 18 heures précises, quand nous sommes enfin sortis épuisés du bureau après cette journée marathon, Lucas était inhabituellement silencieux et pensif. Dans le RER bondé qui nous ramenait lentement vers Paris à travers la banlieue grisâtre, il m'a finalement demandé d'une voix presque inaudible « Papa, tu fais exactement ça tous les jours de ta vie ?» J'ai simplement hoché la tête avec lassitude. « Depuis exactement 17 ans, fiston. Depuis ta naissance et tes premiers cris. Tous les jours ouvrables, sans exception, même quand je suis malade. » Il a lentement baissé les yeux vers ses chaussures de sport. « Et tu gagnes combien exactement avec tout ça ?» Je lui ai discrètement montré ma fiche de paie détaillée sur l'écran de mon téléphone portable. Ses yeux se sont considérablement écarquillés de surprise et d'incompréhension. Mais alors, avec absolument tout l'argent que je dépense inconsidérément chaque mois, il n'a pas réussi à finir sa phrase révélatrice, mais j'ai clairement vu dans son regard qu'il commençait enfin à comprendre la réalité économique de notre situation familiale. Le soir même, à la maison, dans une ambiance tendue mais constructive, j'ai méthodiquement sorti tous nos relevés bancaires des 6 derniers mois, toutes nos factures mensuelles, tous nos justificatifs de dépenses. Je les ai soigneusement étalés sur la grande table de la salle à manger comme des pièces à conviction. Regarde attentivement, Lucas. Voici notre loyer mensuel, exactement 1 800 € par mois. Voici les charges de copropriété, 300 € mensuels. L'électricité, le gaz, l'eau courante, 250 € en moyenne. Ton argent de poche personnel, 200 € mensuels. Tes vêtements de marque, tes sorties nocturnes, tes jeux vidéo dernière génération, en moyenne, 400 € par mois minimum. Les courses alimentaires pour toute la famille, 600 € mensuels. L'assurance de notre voiture, l'essence, l'entretien, 300 € mensuels. Et j'en passe volontairement beaucoup d'autres postes de dépenses. Lucas regardait attentivement tous ces chiffres révélateurs avec des yeux de plus en plus ronds et incrédules. « Mais papa, ça fait mathématiquement. » Il calculait fébrilement mentalement, ses lèvres bougeant silencieusement. « Ça fait largement plus que ce que tu gagnes réellement. Comment c'est possible ?» J'ai souri tristement, avec une amertume que je ne pouvais plus dissimuler. « Exactement, mon fils. C'est précisément pour cette raison que ta mère travaille également à temps plein comme secrétaire médicale. C'est pour ça que nous n'avons jamais de vacances luxueuses aux Seychelles, pas de voiture neuve tous les 2 ans, pas de maison individuelle avec jardin en banlieue. Absolument tout ce que nous gagnons péniblement passe intégralement dans notre vie quotidienne. Et surtout, prioritairement, dans ton avenir et ton éducation. » Les jours suivants ont été particulièrement difficiles et éprouvants pour Lucas, habitué depuis sa naissance à un confort matériel qu'il découvrait soudainement fragile. Sans son téléphone portable qui le reliait constamment à ses amis, sans argent liquide pour ses sorties impromptues, il a brutalement découvert un monde qu'il ne connaissait absolument pas, une réalité sociale qu'il n'avait jamais expérimentée. Il ne pouvait plus sortir librement avec ses amis comme auparavant dans les cafés branchés du quartier, ne pouvait plus acheter impulsivement tout ce qui lui faisait momentanément envie dans les magasins. Au début de cette expérience, il était naturellement en colère contre moi, accusateur et vindicatif. « Tu me punis cruellement parce que j'ai simplement dit la vérité. Tu es injuste et tyrannique. » Mais peu à peu, jour après jour, j'ai distinctement vu quelque chose de fondamental changer progressivement en lui, une prise de conscience lente mais réelle. Le mercredi suivant, il m'a spontanément demandé s'il pouvait m'accompagner au bureau encore une fois, mais cette fois volontairement. Cette deuxième journée, il a observé mon travail différemment, avec une attention nouvelle et une curiosité authentique. Il a clairement vu la fatigue accumulée sur mon visage quand je pensais qu'il ne me regardait pas attentivement. Il a attentivement entendu mes conversations téléphoniques quotidiennes avec Sophie, où je m'inquiétais constamment pour nos finances familiales, où je calculais minutieusement si nous pourrions raisonnablement nous permettre de changer notre vieille machine à laver, qui commençait sérieusement à rendre l'âme après 15 ans de bons et loyaux services. Le jeudi matin, il a fait quelque chose de complètement inattendu qui m'a littéralement bouleversé et ému aux larmes.
Il a courageusement trouvé un petit job à temps partiel dans le café traditionnel du coin de notre rue, tenu par la famille Dubois depuis 3 générations. Juste pour quelques heures par jour, papa. Je veux sincèrement comprendre ce que c'est concrètement que de gagner de l'argent par son propre travail. Je veux expérimenter l'effort et le mérite. Le patron, Monsieur Dubois, un homme âgé de 70 ans qui connaissait parfaitement notre famille depuis notre installation dans le quartier, a immédiatement accepté de lui donner sa chance avec bienveillance. Le premier jour de Lucas au café, je suis discrètement passé le voir pendant ma pause déjeuner habituelle. Il était consciencieusement derrière le comptoir en zinc, en train d'essuyer méthodiquement des verres avec un torchon propre, visiblement concentré sur sa tâche nouvelle. Quand il m'a aperçu entrer, son visage s'est instantanément illuminé d'un sourire radieux que je ne lui avais pas vu depuis des mois. « Papa, tu veux un café ? C'est moi personnellement qui le prépare. Regarde comme je maîtrise déjà la machine. » Il y avait une fierté évidente et touchante dans sa voix que je ne lui avais absolument jamais entendue auparavant. Une fierté complètement différente de celle qu'il affichait quand il me montrait ses bonnes notes scolaires ou ses trophées de football. C'était la fierté authentique du travail honnêtement accompli, de l'effort personnel récompensé, du mérite individuel reconnu. Ce soir-là mémorable, Lucas est rentré à la maison physiquement épuisé, mais paradoxalement heureux et épanoui. « Papa, j'ai gagné 20 € aujourd'hui. 20 € entiers. » Il brandissait fièrement son premier billet gagné comme un trésor inestimable, comme une médaille d'or olympique. « Tu sais combien de temps j'ai dû travailler consciencieusement pour gagner ça ? 4 heures complètes. 4 heures de travail intensif pour seulement 20 €. Il s'est spontanément assis à côté de moi sur notre vieux canapé en tissu. « Papa, je suis sincèrement désolé pour tout. Je ne savais vraiment pas. Je ne comprenais absolument pas la réalité. Les larmes d'émotion me sont immédiatement montées aux yeux, brouillant ma vision. Tu n'as absolument pas à t'excuser, fiston. Tu avais parfaitement le droit de ne pas savoir ces choses-là. C'était entièrement mon rôle de père de te l'apprendre progressivement. Et j'ai lamentablement échoué dans cette mission éducative. J'ai naïvement cru qu'en te donnant généreusement tout ce que tu voulais matériellement, je te rendais automatiquement heureux et épanoui. Mais en réalité, je t'empêchais inconsciemment de grandir psychologiquement, de comprendre authentiquement la valeur réelle des choses et des efforts. Nous avons longuement parlé toute la soirée, jusqu'à très tard dans la nuit. Pour la première fois depuis de nombreuses années, vraiment parler en profondeur, cœur à cœur, sans masque ni faux semblant. Lucas m'a sincèrement raconté ses rêves d'avenir les plus secrets, ses peurs concernant son orientation scolaire et professionnelle, ses difficultés relationnelles à l'école qu'il n'osait jamais me confier par pudeur. Moi, réciproquement, je lui ai ouvertement parlé de mes propres doutes existentiels, de mes sacrifices consentis, mais aussi de ma fierté immense et inaltérable d'être son père, de mon amour paternel inconditionnel pour lui. « Papa, est-ce que tu regrettes sincèrement tous ces sacrifices personnels, toutes ces heures de travail acharnées ?» m'a-t-il demandé avec une gravité nouvelle dans la voix. J'ai longuement réfléchi avant de lui répondre honnêtement. « Non, Lucas, je ne regrette absolument rien de mes choix passés. Mais j'aurais sincèrement aimé que tu comprennes beaucoup plus tôt que derrière chaque euro dépensé, il y avait énormément d'amour paternel. Que quand je travaillais tard le soir, ce n'était jamais parce que je ne voulais pas être avec toi, mais exclusivement parce que je voulais te construire patiemment un avenir meilleur et plus prospère que le mien. » Le vendredi suivant, Lucas a continué son travail au café avec un enthousiasme grandissant. Le soir, il est rentré avec 40 € en poche et une proposition inattendue de Monsieur Dubois. « Ton fils est vraiment un excellent garçon, Pierre. Travailleur, poli, souriant naturellement avec tous les clients. Si ça l'intéresse vraiment, je peux lui proposer un vrai contrat à temps partiel pour toutes les vacances scolaires à venir. » Lucas a immédiatement accepté cette proposition avec enthousiasme. Le week-end suivant, nous avons fait quelque chose d'exceptionnel que nous n'avions pas fait ensemble depuis des années. Nous avons passé du temps de qualité ensemble, juste lui et moi, sans contrainte ni obligation. Nous sommes allés nous promener tranquillement dans Paris. Nous avons visité des musées gratuits que nous n'avions jamais pris le temps de découvrir. Nous avons parlé de tout et de rien, de l'essentiel et du futile. Lucas me posait constamment 1000 questions sur mon travail quotidien, sur ma jeunesse insouciante, sur mes rêves d'adolescent. « Papa, qu'est-ce que tu voulais vraiment faire quand tu avais exactement mon âge ? » Je voulais être journaliste, fiston, parcourir le monde entier, raconter des histoires humaines, témoigner de la réalité. Et pourquoi tu ne l'as finalement pas fait ? Parce que j'ai rencontré ta mère et que nous avons décidé de te faire. Et qu'être journaliste, c'était beaucoup trop précaire financièrement pour élever correctement un enfant. Lucas a longuement réfléchi à mes paroles.
Tu as complètement renoncé à ton rêve personnel pour moi? Non, Lucas. J'ai consciemment choisi un autre rêve, plus beau encore. Le rêve merveilleux de te voir grandir jour après jour, de te voir devenir progressivement l'homme formidable que tu es en train de devenir. Et ce rêve-là, il se réalise concrètement chaque jour de ma vie. 3 semaines plus tard, Lucas avait patiemment économisé suffisamment d'argent pour s'acheter lui-même un nouveau téléphone portable. Pas le dernier modèle hors de prix qu'il convoitait aveuglément avant cette expérience, mais un modèle tout à fait correct, qu'il avait intelligemment choisi après avoir minutieusement comparé les prix et les fonctionnalités. Papa, regarde attentivement. Je l'ai acheté exclusivement avec mon argent durement gagné. Il était visiblement plus fier de ce téléphone qu'il ne l'avait jamais été de tous les cadeaux coûteux que je lui avais généreusement offerts. Aujourd'hui, exactement 6 mois après cette confrontation douloureuse qui a tout changé, notre relation père-fils a complètement et définitivement changé. Lucas continue consciencieusement de travailler au café les week-ends et pendant toutes les vacances scolaires. Il a responsablement ouvert son propre compte épargne et met systématiquement de côté une partie significative de ses gains pour financer ses futures études supérieures. Il ne me demande plus jamais d'argent sans réfléchir sérieusement. Quand il a besoin de quelque chose, nous en discutons calmement ensemble, nous évaluons objectivement si c'est vraiment nécessaire, nous cherchons intelligemment des alternatives économiques. Mais surtout, nous parlons authentiquement, vraiment et profondément. Lucas me raconte spontanément ses journées, ses projets d'avenir, ses inquiétudes existentielles. Moi, réciproquement, je partage sincèrement avec lui mes réflexions, mes expériences de vie, mes conseils paternels. Nous sommes progressivement devenus complices, partenaires dans cette aventure extraordinaire qu'est la vie.